Je m'appelle Evelyne Hargrave, et pendant plus de 70 ans, j'ai porté mon indépendance comme une médaille d'honneur. Ce n'était pas simplement un mode de vie, c'était le fondement de mon identité. J'avais bâti ma vie avec soin, de mes années assidues en tant qu'adjointe administrative dans une école, à 38 ans de mariage stable avec mon défunt compagnon Harold, suivi d'un veuvage paisible. Mon petit bungalow bien rangé à Missoula, dans le Montana, était mon refuge. Le jardin derrière, avec ses colibris et ses pois de senteur, était mon sanctuaire. Je menais une existence simple mais pleine, et jamais je n'aurais cru qu'un simple patch de glace noire pourrait tout faire basculer. Et pourtant, c'est ce qui s'est produit. Un matin de janvier, je suis sortie chercher le courrier, et la seconde d'après, je gisais sur le béton glacé des marches de mon perron, une douleur aiguë me traversant le flanc. J'avais glissé sur de la glace sournoise, silencieuse et je m'étais fracturé la hanche. Les médecins à l'hôpital étaient bienveillants, mais leur diagnostic fut un coup de massue. « Madame Hargrave », m'a dit le docteur Patel, d'un ton doux mais ferme, « votre opération s'est bien déroulée, mais la convalescence va prendre du temps. Vous aurez besoin d'une assistance permanente pendant au moins 2, peut-être 3 mois. Il ne vous sera pas possible de vivre seul pendant cette période. » Ces mots m'ont plus bouleversée que la douleur elle-même. Je n'avais plus de famille proche dans les environs. Mon jeune frère Jonah vivait depuis des années en Colombie-Britannique, et mes vieilles amies étaient tout aussi âgées que moi, plusieurs d'entre elles aux prises avec leurs propres ennuis de santé. Il ne restait qu'une seule personne, ma nièce, Dina. Dina avait 39 ans, une experte en marketing vive et ambitieuse, installée à Seattle, mariée à un analyste système nommé Eric. Elle était élégante, organisée, et vivait dans un condo en hauteur à l'aménagement ouvert, sans tapis, un lieu qui semblait n'avoir jamais connu le moindre désordre. Notre relation s'est étendue au fil des années. Elle trouvait mes habitudes charmantes au mieux, dépassées au pire. J'avais souvent l'impression qu'elle me considérait comme un vestige d'un autre temps. Mais c'était tout ce qu'il me restait. Depuis mon lit d'hôpital, j'ai pris le téléphone et passé un appel qui m'a semblé plus lourd que tout autre. Je lui ai expliqué ce que le médecin avait dit, que je ne pouvais pas rester seule, que j'avais besoin d'aide. J'ai tenté de m'exprimer sans supplier, mais un accent de désespoir s'est glissé dans ma voix. Un long silence. Puis un soupir. Pas un soupir de compassion, mais un soupir chargé, las. « Oh, tante Evelyne !» a-t-elle dit. Je pouvais entendre la tension derrière son ton si soigneusement poli. Ce n'est vraiment pas le moment. Le boulot est un vrai cauchemar, et la mère d'Eric pourrait venir nous rendre visite bientôt. Sa voix s'estompa tandis qu'elle murmurait quelque chose à son mari. J'ai saisi quelques bribes, tellement de travail, des soins constants. Combien de temps, au juste? Mais au final, probablement poussée par la pression sociale ou par une once de culpabilité, elle a cédé. « Bon, d'accord », a-t-elle finalement dit. « On va s'arranger. Tu peux venir chez nous pendant ta convalescence. » Je n'ai pas ressenti de soulagement. Plutôt la sensation d'être assignée à résidence. Mais je n'avais pas d'alternative. Le jour où je suis arrivée chez Dina, je ne me suis pas sentie accueillie. J'étais plutôt un colis encombrant qu'on avait hâte de caser. Leur appartement était impeccable, aseptisé, tout en comptoir blanc et finition argentée. On m'a dirigé vers une chambre d'amis, froide et minimaliste, sans vue, sans chaleur. Ça aurait tout aussi bien pu être un placard. Dès le début, ma présence fut perçue comme une gêne. L'aide de Dina était mécanique, souvent donnée à contre-cœur. Aller aux toilettes nécessitait presque une négociation. Les repas étaient généralement des restes froids, sans goût, accompagnés de commentaires passifs-agressifs sur le fait que « tout le monde est occupé ici ». Même mes besoins les plus simples semblaient l'irriter. « Tu as vraiment besoin d'une autre couverture, Tata ?» disait-elle, comme si mon confort était une exigence déraisonnable. Une nuit, j'ai demandé un verre d'eau. Elle a roulé les yeux. « Tu en as déjà bu, non? On ne va pas faire ça chaque soir ?» J'ai fait de mon mieux pour m'effacer. Pour disparaître. Je restais dans ma chambre, silencieuse, en évitant de déranger leur mode de vie si bien huilé. Mais la honte de dépendre de quelqu'un qui me méprisait doucement me rongeait de l'intérieur. Je ne guérissais pas, je m'éteignais. Ce que j'ignorais, c'est que Dina s'apprêtait à aller encore plus loin, qu'elle était sur le point de réécrire toute la vérité pour justifier son ressentiment grandissant. Le moment décisif arriva un soir, après qu'elle ait rapporté un repas vietnamien épicé pour fêter un nouveau contrat. « Le dîner est là », lança-t-elle, étonnamment joyeuse. Je suis entrée dans la cuisine en fauteuil. L'arôme me piquait déjà les sinus. « Oh, ma chérie,
dis-je prudemment, ça sent délicieux, mais les épices avec mes médicaments et mon estomac fragile en ce moment, je ne suis pas sûre de pouvoir. Son sourire disparut aussitôt. Son visage se durcit. Ce n'est pas si fort. Tu pourrais au moins essayer de faire un effort pour une fois. J'en ai marre de te préparer des plats fades tous les soirs. Tu n'as qu'à éviter les piments. J'ai mangé. Prudemment. Juste un peu de riz et du poulet nature. Mais ça n'a rien changé. Dans la soirée, mon corps m'a trahi. Douleur, crampes, nausées, un vrai calvaire. Géré en grande partie par moi-même. Eric m'a aidé un peu, mal à l'aise, visiblement. Au matin, c'était terminé. J'étais exténuée, humiliée, mais j'ai cru que ce serait oublié. Mais Dina n'oublia pas. Non. Elle y vit une opportunité. Cela a commencé doucement, à peine perceptible. Une boîte de protection pour adultes déposée discrètement sur ma table de nuit. Je l'ai regardée, abasourdie. Quand j'ai confronté Dina, la voix tremblante d'humiliation, elle a simplement incliné la tête et m'a parlé avec ce ton doucereux qu'elle réservait aux enfants capricieux. Tante Evelyne, ce n'est rien de honteux. Ces choses arrivent à ton âge. Il faut juste être prévoyant, éviter un autre accident. J'étais sans voix. Dina, ai-je dit, la gorge serrée, je n'ai pas besoin de ça. C'était un incident unique à cause de la nourriture. Tu le sais. Elle m'a regardé avec un petit sourire compatissant, de ceux qui disent « Tu es vieille, tu ne te rends plus compte ». Et à partir de là, sa campagne a vraiment commencé. Elle ne s'est pas contentée de mentir à une ou deux personnes, elle a répandu son récit à tous ses proches. Je l'ai entendu répondre au téléphone dans le couloir, sa voix basse, imprégnée d'un chagrin théâtral. « C'est vraiment difficile, disait-elle. L'odeur parfois, et toutes ces lessives. Eric et moi, on ne dort presque plus. » Elle a même menti à mon amie Sharon, qui avait appelé pour organiser une visite, en prétendant que ce n'était pas le bon moment. On a quelques soucis d'hygiène délicats, avait-elle murmuré. Evelyne serait tellement gênée si quelqu'un la voyait comme ça. Voilà comment Dina fonctionnait. Elle ne criait pas. Elle ne s'énervait pas. Elle peignait des images. Des portraits déformés, atroces, de sa vieille tante perdant ses facultés. Et elle devenait, dans ce tableau tragique, l'héroïne stoïque qui se sacrifie pour un parent mourant. Et le pire? Ça marchait. Les gens la croyaient. Pourquoi pas? Elle était brillante, éloquente, professionnelle, une femme qui donnait l'impression de tout gérer. Et moi? J'étais juste une vieille dame invisible, reléguée au fond d'un appartement, sans voix. Les murs de son appartement semblaient se refermer chaque jour un peu plus. J'étais isolée physiquement, mais aussi socialement. Mes amis cessaient d'appeler. Personne ne venait me voir. J'étais devenue une situation délicate dont on murmurait le nom du bout des lèvres. Même les repas étaient devenus de simples transactions. Elle me laissait des assiettes fades devant ma porte, accompagnées d'un post-it. J'espère que ça ira sans épices. C'était de la nourriture de prison. Une nuit, j'en ai eu assez. J'ai roulé jusqu'au salon, où Dina et Eric regardaient la télévision sur leur grand canapé gris. Je veux parler à mon médecin, ai-je dit fermement. Je dois savoir quand je peux commencer la kinésithérapie. Je vais mieux, et je veux rentrer chez moi. Dina n'a même pas levé les yeux. Ce n'est pas si simple, tante Evelyne. Ma hanche guérit, ai-je insisté. Tu as entendu le docteur Patel. Il suffit juste que je retrouve ma force. Elle a mis la télé en sourdine et s'est tournée vers moi, arborant de nouveau ce masque de tristesse feinte. Il ne s'agit pas seulement de ta hanche, dit-elle lentement. Il y a d'autres choses. Quelles autres choses? Elle m'a fixé longuement, puis a lancé un regard à Eric, mal à l'aise. Tu sais très bien de quoi je parle. Mes mains ont tremblé. Tu parles des couches, n'est-ce pas? De cet incident dû à ta nourriture? C'était ton erreur, et c'est arrivé une seule fois. Ses yeux sont devenus glacials. Tu es dans le déni. C'est fréquent dans ce genre de situation. Tu refuses d'admettre que tu déclines. Je l'ai regardée, abasourdie. Je l'avais aimée comme ma propre fille. Mais à cet instant, je ne voyais qu'une étrangère, une manipulatrice en train de tisser un récit cruel pour se libérer. 2 jours plus tard, elle est passée à l'acte. Elle est entrée dans ma chambre, Eric dans l'embrasure de la porte, raide comme une sentinelle. Elle s'est assise en face de moi, le visage grave, la voix douce comme une assistante sociale préparant une mauvaise nouvelle. On a beaucoup réfléchi, dit-elle.
Et on a pris une décision. Quelle décision? Ai-je demandé prudemment. Tu as besoin d'un soutien plus spécialisé que ce qu'on peut t'offrir. Eric et moi sommes épuisés. On t'aime, mais cette situation est devenue trop lourde pour nous. Ma poitrine s'est serrée. Dina, je suis presque remise. Je n'ai pas besoin. Elle m'a interrompu, sa voix montant d'un ton. Ce n'est pas juste ta hanche. Tu as besoin d'aide pour l'hygiène, la mobilité, la supervision. On a trouvé un établissement, la résidence Les Pins, ils ont du personnel 24h24. Tu me fais interner? Ai-je murmuré. Non, dit-elle en secouant la tête. On te place dans un environnement plus approprié. Je n'ai pas besoin d'un autre environnement. J'ai besoin de la vérité. Tu mens à tout le monde à mon sujet, à propos de ce qui s'est passé. Tu fais ça parce que tu ne veux pas du fardeau. Sa bouche s'est crispée. Le dépôt est déjà payé, dit-elle. Ils t'attendent vendredi. Et voilà. Décision finale. Sans appel. Le vendredi matin, ils ont empaqueté mes affaires dans 2 valises. Dina ne m'a presque pas parlé. Eric semblait ailleurs, pressé d'en finir. La résidence Les Pins se trouvait en périphérie de la ville, un bâtiment beige, sans charme, qui sentait l'antiseptique et le désodorisant bon marché. L'employé à l'accueil souriait poliment, mais son regard disait tout. Encore une autre qu'on laisse là. Ils m'ont installé dans une chambre terne, aux rideaux beige, avec un vieux fauteuil râpé. Le silence était étouffant. Dina ajusta les stores, puis se tourna vers moi avec un sourire qui sonnait faux. Tu vas vite faire, dit-elle. Ils font des jeux de société, et il y a un joli jardin. Je ne répondis pas. Elle posa mes bagages au pied du lit et m'offrit un dernier câlin mécanique. On t'appelle la semaine prochaine. Prends soin de toi, Tata. Et ils sont partis. Ils m'avaient laissé seule, abandonnée, faussement cataloguée comme un vieux meuble dont on ne veut plus. Assise sur ce lit dur, entourée de murs fades, ma dignité détruite, mon nom sali, je n'avais plus rien. Mais pas pour longtemps. Car quelque part, au fond de cette trahison, une étincelle avait survécu. Une flamme silencieuse, concentrée. Et cette flamme allait bientôt composer un numéro. Celui d'une personne dont le métier est de traiter avec des gens comme Dina. Tous les jours. 3 jours passèrent dans une torpeur grisâtre, enfermée dans cette chambre sans âme de la résidence Les Pins. Le couloir, derrière la porte, résonnait des pas lents des résidents fatigués et du fond sonore des émissions de télévision à faible volume. Assise près de la petite fenêtre, je regardais le jardin parfaitement taillé, qui ressemblait plus à une décoration qu'à un espace de vie. Mon corps guérissait, c'est vrai, mais mon esprit, lui, saignait encore. Dina avait choisi cet endroit avec une intention bien précise, m'abandonner dans un coin discret de la société, là où l'on range les vieilles femmes gênantes pour les oublier. Elle voulait que je m'éteigne doucement ici, que je me fonde dans le silence. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que ce silence deviendrait mon armure. Je ne pleurais plus. Je préparais. Dans mon sac à main, celui que j'avais insisté pour garder alors que Dina me suggérait de laisser le personnel gérer mes affaires, se trouvait mon petit carnet brun. Je l'avais toujours sur moi, j'y notais mes courses, les anniversaires, les rendez-vous médicaux. Aujourd'hui, il allait devenir mon journal de vérité. J'ai commencé à tout consigner. La date de ma chute. Le nom du chirurgien. Les recommandations exactes du docteur Patel. La patiente ne doit pas vivre seule avant la fin de la kinésithérapie. La date de mon emménagement chez Dina. Le jour de l'épisode digestif, déclenché par la nourriture épicée. Chaque mensonge qu'elle avait dit à mon sujet, à moi et aux autres. Les noms des amis qu'elle avait écartés. Les phrases exactes qu'elle m'avait lancées, notamment celle-ci. Un fardeau physique et sanitaire immense. Et puis j'ai ajouté une dernière note, toute simple. Appelez APS. Adulte Protective Service. J'en avais entendu parler par mon ancienne voisine Millie. Sa cousine avait appelé leur service lorsque son neveu, censé s'occuper d'elle, avait commencé à détourner son argent. À l'époque, j'avais écouté cette histoire avec une certaine distance. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'aurais besoin du même numéro. Mais je n'étais plus simplement une vieille femme malmenée. J'étais le témoin de mon propre abus. Alors, j'ai sorti mon vieux téléphone à clapet, celui que Dina qualifiait de « dinosaure », et j'ai composé le numéro. Ma main était ferme. Ma voix, posée. Adulte Protective Service. Ici l'agente Melandé. Que puis-je faire pour vous?
J'ai respiré profondément. Je m'appelle Evelyne Hargrave, ai-je dit. Je souhaite signaler un cas de négligence envers une personne âgée. J'ai 71 ans. Ma nièce, mon aidante désignée, m'a abandonnée dans un établissement inadapté, en se fondant sur des mensonges concernant mon état de santé. Il y eut un silence, pas de doute, juste du professionnalisme. J'entendis des touches de clavier se mettre à claquer doucement. Merci pour votre appel, Madame Hargrave. Je vous écoute. Pendant 20 bonnes minutes, j'ai parlé. Calmement, factuellement. Je n'étais pas en colère, pas dans l'instant. J'étais méthodique. J'ai raconté ce que j'avais noté dans mon carnet. Chaque humiliation. Chaque manipulation. Chaque mensonge. Quand elle m'a demandé « Où travaille votre nièce ?», ma réponse fut nette. Elle est responsable marketing senior chez Brand Harvest Solutions à Seattle. Une pause. Puis de nouveau le bruit du clavier. Elle dirige le pôle éthique et communication, demanda l'agente, un brin d'étonnement dans la voix. Oui, ai-je répondu. Ironique, n'est-ce pas? Après cet appel, les choses se sont enchaînées rapidement. 48 heures plus tard, j'ai reçu la visite d'un homme nommé Tomari. Grand, posé, avec une allure de policier en civil. Il avait l'air de quelqu'un qu'on ne peut pas facilement tromper. Il portait une veste bleu marine et tenait un dossier en cuir. Madame Hargrave, dit-il en me tendant la main. Je suis votre agent de suivi pour le dossier APS. Est-ce que je peux entrer? Il posait des questions pertinentes. Il a examiné mes documents, lu les recommandations du médecin, écouté mes notes. Il ne me parlait ni comme à une enfant ni comme à une victime. Il me parlait comme à une adulte, une personne digne de confiance. Quand j'eus fini de lui raconter tout, il me regarda droit dans les yeux et dit « C'est un cas grave, Madame Hargrave. On vous a laissé sans supervision médicale après une chirurgie lourde, sur la base de fausses informations. C'est non seulement contraire à l'éthique, mais potentiellement dangereux. Dina est intelligente, ai-je prévenu. Elle saura se défendre, manipuler. » Il esquissa un léger sourire. Puis referma calmement son dossier. « Madame Hargrave, répondit-il, les gens brillants sont ma spécialité. Je m'attendais à ce qu'il l'appelle. Ou qu'il lui fixe un rendez-vous dans un bureau. Mais Monsieur Ri préférait les interventions efficaces. Le lendemain matin, à exactement 9h07, il pénétra dans le hall vitré de Brand Harvest Solutions, le même bâtiment où Dina déambulait chaque jour comme une reine au sommet de son royaume. Il ne prit pas de rendez-vous. Ne passa pas par la sécurité. Il marcha droit vers l'accueil. « Je suis ici pour voir Madame Dina Mallory », dit-il d'un ton professionnel mais ferme. « Il s'agit d'une affaire d'État. Je suis inspecteur pour les services de protection des adultes. » La réceptionniste, visiblement une jeune stagiaire, pâlit aussitôt. Elle décrocha le téléphone. Quelques instants plus tard, Dina apparut, ses talons claquant sur le marbre. Elle parlait encore quand elle le vit. En lisant les mots sur son badge enquêteur, protection des adultes, son visage changea. De l'agacement à la confusion. Puis à la panique. Ses collègues regardaient. Etagem Ri ne baissa pas le ton. Madame Mallory, dit-il, clairement et posément. Nous enquêtons sur des faits graves de négligence à l'égard de Madame Evelyne Hargrave, dont vous aviez la responsabilité légale. Nous aurons besoin d'une salle de réunion, immédiatement. Le silence se fit dans l'open space. L'image soigneusement construite de Dina, responsable compatissante, chef de projet éthique, venait de voler en éclats. Elle tenta de minimiser. C'est une affaire privée, un malentendu. Mais Monsieur Ri resta de marbre. Les dossiers médicaux indiquent un besoin d'assistance. Vous avez ignoré ces recommandations. Vous avez abandonné votre tante dans un lieu non médicalisé, sur la base d'un diagnostic inventé. Ce n'est pas un malentendu. C'est un motif d'enquête formelle. Son supérieur, qui passait par là, s'arrêta net. La nouvelle fit le tour des bureaux. Brand Harvest, si soucieux de son image publique, leur dernière campagne s'intitulait le leadership par l'empathie, voyait maintenant sa responsable de la communication éthique accusée d'avoir maltraité sa propre tante. Dina n'eut pas d'autre choix que de suivre l'inspecteur Ri dans une salle vitrée. Là, aux yeux de tous, elle dut s'asseoir et tenter de se justifier. Mais les faits étaient là. Et elle n'avait pas une seule preuve à fournir. La visite de Monsieur Ri au bureau de Dina n'avait pas simplement provoqué une gêne professionnelle, c'était un séisme.
Une onde de choc qui fit trembler tout l'édifice de perfection qu'elle avait mis des années à construire. À peine l'inspecteur avait-il quitté les lieux que les fissures s'étendaient déjà sous ses talons vernis. Une enquête officielle de la part des services de protection des adultes, APS, ce n'est pas le genre de chose qui se tait dans un coin. Encore moins quand la personne visée est responsable du pôle éthique d'une entreprise de réputation nationale. Dans ce genre de tour vitrée où tout le monde parle bas mais entend tout, les nouvelles se propagent à la vitesse d'un feu de forêt. Je l'ai appris par une vieille amie, Marian, dont la fille travaille au même étage que Dina. « Evie, tu n'imagines même pas », m'a-t-elle soufflé au téléphone, la voix vibrante d'émotion. Tout le monde ne parle que de ça. Ils ont tenu une réunion spéciale en urgence ce matin. Pas encore pour la licencier, non. Officiellement, c'est une mise en disponibilité provisoire. Mais on sait tout ce que ça veut dire. Chez Brand Harvest, une mise en disponibilité avec enquête interne, c'est une sonnette d'alarme aussi criante qu'un gyrophare. Dina ne m'a pas appelé. Elle n'a pas tenté de s'expliquer. Je suppose qu'elle était bien trop occupée à essayer de réécrire l'histoire, comme elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, elle faisait face à des documents, des preuves, des témoignages, des vérités solides qu'elle ne pouvait plus maquiller. Pendant ce temps, l'enquête de Monsieur Rie se poursuivait avec une rigueur exemplaire. 2 jours après sa visite chez Brand Harvest, il est revenu me voir, cette fois accompagné d'une représentante des victimes, une femme prénommée Céleste, douce, attentive, avec des yeux calmes et rassurants. Elle me tenait la main pendant les questions plus sensibles. Ensemble, ils m'ont aidé à remplir les formulaires nécessaires pour déposer une plainte officielle et obtenir une assistance juridique. Puis vinrent les entretiens. Monsieur Rie s'est rendu chez mon chirurgien, qui a confirmé noir sur blanc ce que j'avais raconté. Les recommandations post-opératoires précisaient bien que je devais bénéficier d'un encadrement permanent à domicile. Il a interrogé Sharon, mon amie proche que Dina avait empêché de me voir. Sharon lui a répété textuellement ce que Dina lui avait dit au téléphone. Ce n'est pas un bon moment, Evelyn est dans un état très délicat. Il a même retrouvé Madame Kilgore, ma voisine à Missoula, qui lui a affirmé que j'avais toujours été autonome, vive et parfaitement lucide. Elle a aussi précisé qu'elle avait été choquée par mon départ soudain, sans qu'on lui donne d'explication ni même ma nouvelle adresse. Chaque témoignage ajoutait une brique au mur que l'on construisait contre Dina. Ce qui avait commencé comme un simple appel d'une résidente oubliée était devenu un dossier solide, rigoureux, irréfutable. Le rapport officiel fut achevé en moins de 2 semaines. Il était long, précis, accablant. L'État y concluait que Dina Mallory avait délibérément négligé une personne âgée vulnérable après une chirurgie majeure, fabriqué de faux constats médicaux pour justifier un abandon, et infligé des abus psychologiques par manipulation, isolement et humiliation. Les conséquences ne se firent pas attendre. Dina fut suspendue de ses fonctions en attente d'un audit interne mais avec le rapport d'APS en main, Brand Harvest ne prit aucun risque. Son nom fut rayé des prochaines conférences. On annula son intervention à la semaine de la transparence. Son badge fut désactivé. Elle n'était plus la professionnelle qu'on citait en exemple. Elle devenait une gêne qu'on effaçait des mémos. Mais pour moi, ce n'était pas une victoire personnelle. Pas vraiment. Ce que je voulais, plus que tout, c'était retrouver la paix, la sécurité, et ma dignité. Tout ce qu'elle m'avait arraché. Monsieur Rie, le comprenant parfaitement, me mit en relation avec une avocate pro bono, maître Alana Dorsey. Petite, énergique, un regard perçant. Elle ressemblait à une lionne dans un tailleur beige. Elle feuilleta le rapport de l'État d'un air décidé. Elle peut garder ses larmes de crocodile, déclara-t-elle en tournant une page. On ne va pas lui soutirer de l'argent. On va la forcer à réparer. Le règlement juridique se fit vite. Dina, terrifiée à l'idée d'un procès public, préféra coopérer. L'accord, validé par le juge, comprenait 3 conditions. Premièrement, elle devait financer l'intégralité de mon déménagement dans une nouvelle résidence senior de mon choix, y compris l'ameublement, les soins et 1 an de loyer. Deuxièmement, une ordonnance d'éloignement fut prononcée. Elle ne pourrait plus me contacter, ni appel, ni message, ni visite, sauf si je l'y autorisais formellement. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la protection. Troisièmement, et ce fut la partie la plus satisfaisante, elle fut obligée d'assister à des séances de thérapie supervisées pour soignants négligents, ainsi qu'à une formation en sensibilisation à la dépendance. Elle devait ensuite rédiger une lettre d'excuse à moi, mais aussi à la direction de la résidence Les Pins, où elle m'avait déposé comme un colis problématique.
Quand j'ai enfin emménagé dans mon nouveau logement, un appartement lumineux dans une résidence conviviale à la périphérie sud de la ville, j'ai respiré à plein poumon. J'étais entouré de visages souriants, de personnes qui me voyaient, qui me saluaient par mon nom, qui ne me considéraient pas comme un fardeau. J'ai rejoint un club de tricot. Je me suis inscrite au cours de tai chi du jeudi. J'ai même commencé à organiser les soirées films d'époque dans le salon commun. Ma santé s'est améliorée. Mon moral aussi. Je n'étais plus prisonnière du récit de quelqu'un d'autre. J'étais à nouveau l'autrice du mien. 6 mois plus tard, une lettre est arrivée. Pas d'adresse d'expéditeur. Mais je reconnus tout de suite l'écriture. Dedans, les mots de Dina. Épurés. Sans excuse. Sans justification. Seulement une honte froide, maladroite, et peut-être sincère. Tante Evelyne. Ce que je t'ai fait n'était pas seulement mal. C'était cruel. J'ai laissé le confort, le stress et mon besoin de tout contrôler me transformer en monstre. Je ne m'attends pas à ton pardon. Je ne le mérite pas. Mais j'espère qu'un jour, tu trouveras la paix. J'ai refermé la lettre et l'ai rangée dans le tiroir de ma table de nuit. Peut-être qu'un jour, je lui répondrai. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai club de lecture à 16 heures, suivi d'un dîner chez June, ma voisine d'en face, qui prépare le meilleur crumble aux pommes de tout le quartier. Aujourd'hui, j'ai des rires à récolter, des histoires à raconter, une sérénité à protéger. Et en regardant le soleil descendre lentement derrière les collines, je me suis chuchoté à moi-même. Je suis toujours debout. Parce que la revanche la plus puissante que j'ai jamais prise a été de survivre avec dignité.